fait, on a été bannis de tous les WeWork de tous les pays parce qu'on faisait ils faisaient des soirées avec les restaurateurs. Ouais, c'est ça. Et, voilà, limite, les réunions, c'était vodka et coke, quoi. Ouais. Et donc là, le modèle, il est assez simple. Donc, à peu près la moitié du coût. Si je prends par exemple un immeuble qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, la moitié du coût, c'est le bail. Et en 2022, on a pris à bail beaucoup d'espace et il y a eu une traction de malade. Et on redémarre cet épisode avec un faux départ qui m'était pas arrivé depuis un moment. Ça m'est arrivé une fois de perdre tout l'épisode. Et c'est pas mal. C'est vraiment chiant. Avec le fondateur de Le Collectionniste, Max, qui était un super épisode que je loupe. Je crois que c'était mon 20e épisode. J'étais vraiment dégoûté. On va pas vous faire ça une deuxième fois. On reçoit aujourd'hui Clément Alteresco sur le sujet du coworking, un investisseur, un entrepreneur qui va pouvoir nous parler du contexte en ce moment, sur les tendances de marché, sur l'immobilier, sur le coworking, la chute de WeWork et tous ces sujets qui sont hyper intéressants. Je suis désolé de te demander de te représenter une deuxième fois pour les auditeurs. J'ai l'habitude. Donc je m'appelle Clément Alteresco, j'ai 43 ans. Je suis l'heureux papa de deux petites filles de 7 et 4 ans. J'habite à Paris, j'ai grandi à Paris. J'ai fondé effectivement Morning, qui est une boîte aujourd'hui qui fait un petit peu moins de 300 personnes. Et juste avant ça, j'ai passé 9 ans chez Faber Novel, que j'ai participé à faire éclore jeune stagiaire au tout début de la boîte. J'avais déposé les statuts. Combien de temps t'as passé chez Faber Novel ? 9 ans. Ok. 9 ans. Et vous êtes passé de combien d'employés à... Faber Novel a fêté ses 20 ans il y a 3 jours. Et la boîte a été vendue à EY il y a 2 ans. Et Faber Novel, je crois que c'est à peu près 250. C'est monté à 400 personnes. Je crois que c'est redescendu un peu avec le Covid. Donc je vais pas dire de bêtises, mais ça va être entre 300 et 400 personnes. Okay. Très belle croissance. Ouais, c'est une belle boîte. Donc ouais, j'ai eu deux grandes aventures, Faber Novel et Morning. Et c'est vrai que ça fait 20 ans. Je suis à la moitié de ma carrière. Donc ça fait un peu bizarre de dire ça, effectivement. Mais voilà, est-ce que le meilleur est à venir ou est-ce que le meilleur est arrivé ? On se revoit dans 10 ans. A priori, je fais des épisodes tous les 2 ans, je reprends des news. Ouais, voilà, par exemple. Ok, trop bien. Donc, a priori, au début, dans le conseil, dans le digital. Ensuite, il y a eu un saut directement dans l'inconnu avec Morning, ou il y a eu d'autres choses entre Non, ça a été une transition. Donc, effectivement, moi, je suis à la base passionné de digital, d'innovation. Donc c'est comme ça qu'on a démarré et que j'ai démarré chez Faber Novel. On aidait les grands groupes à innover dans le digital. Donc début des années 2000, c'était beaucoup autour du mobile. Faut se rappeler que l'iPhone, c'est 2006, le premier iPhone. Ouais. Et nous, on a démarré en 2003. Donc on a vécu cette transition avec l'apparition de l'App Store et tout ce bel objet qui s'est démocratisé, qui est dans notre poche tous les jours, où il y a plein de choses encore à imaginer. Et donc effectivement, moi je viens du digital. Donc quand j'ai transitionné entre Faber Novel et Morning, il y a une étape qui s'appelle Bureau à partager, qui était une plateforme en fait de partage de bureaux qui s'est renommée depuis Ubique et qui est en gros une sorte de Airbnb du bureau flexible. Et donc à la base, j'avais créé ce site chez Faber Novel et je l'ai spin-offé pour créer une boîte. Et donc j'ai démarré avec une petite table, ma meilleure copine, Marie, qui est toujours là. Au début de Faber Novel, on avait notre petite table, on a pris une première stagiaire et puis on a commencé à essayer de gagner nos premiers sous. Et progressivement, ça a transitionné sur Morning. On a lancé la marque Morning en 2017. Notamment, tu parlais de WeWork parce qu'un an plus tôt, WeWork était arrivé à Paris avec ses gros sabots, ses grosses Santiago plutôt. Du coup, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on ait un nom fort, une belle marque pour nous positionner sur ce secteur. Et donc, on a lancé Morning le 21 juin 2017 et un peu plus de 6 ans après, on a bien fait le taf parce que on est assez content de là où est la marque, où est le service. Voilà, donc on a aujourd'hui 42 espaces, un peu plus de 100 000 mètres carrés. Ça fait 12 000 personnes qui viennent chez nous bosser. Donc c'est assez chouette. Ouais, c'est des très beaux endroits pour le coup. T'as pas tout vu alors? J'ai pas tout vu. Je me suis fait inviter par Pierre Tardy qu'on salue sur cette petite terrasse rue d'Amsterdam, je crois. Ouais. Enfin, je te dis petite, c'est pas si petite. Et c'est quand même vraiment chouette
t'as une super vue. Voilà, on a fait un C'est petit... cosy, c'est cosy, la rue Morning Amsterdam. Ouais, c'est un bel endroit. Tu me parlais de bureau à partager avant. Le modèle, il était différent. A priori, c'était un Airbnb du On prenait une du commission. bureau, quoi. C'était un modèle entre un broker et une plateforme. D'accord. Donc, assez simplement, on prend toujours 10% sur les offreurs qui louent grâce à la plateforme, qui trouvent des clients grâce à nous, quoi. Donc, voilà. Et du coup, ça fonctionne encore, a priori, comme ça. Ouais, alors, c'est devenu séparé de Morning. Donc, même si ça appartient au même groupe, on va dire, on est cousins. On a vraiment séparé les choses parce qu'évidemment, l'objectif de Ubique, c'est d'avoir tout le monde, tous les coworkers sur la place, etc. Donc, vraiment, il y a un Chinese wall sur les datas. Chacun fait... ils nous envoient des clients autant qu'ils envoient à WeWork, Wojo. Il y aurait conflit d'intérêt, je comprends. Exactement. Qu'il y avait intérêt à séparer. Exactement. Ok. Donc, voilà, donc on a fait ça il y a 3 ans maintenant. Et ça marche très bien. Ubique s'est repositionné avec un changement de nom. Et ça fonctionne très bien. Et il y a Mehdi qui a pris la tête de ce beau business, qui est un ancien de Faber-Novel. Et voilà, et ça cartonne, donc on est très content. Et ça marche mieux avec des grands espaces qui vont être loués. En fait, ma question, c'est un peu de savoir, sur une plateforme comme ça, où est-ce que vous arrêtez si moi j'ai un appart de 50 mètres carrés et que j'ai envie de me dire, t'as pas le droit déjà. C'est vrai. Donc il y a une partie réglementaire. Tu sais que tu avais une boîte qui s'était lancée, qui partageait les salons, qui proposait aux gens de venir bosser dans les salons. C'est vrai, je me souviens. Ouais, non, il y a les limites quand même du système. Non, c'est... Tu nous en parles de ces limites aussi ? Déjà, il y a la limite réglementaire. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de, entre guillemets, faire des sous avec quelque chose qui n'est pas la destination de ton bien immobilier. Donc, proposer du bureau dans ton salon, il y a une destination qui n'est pas la bonne. Tu n'as pas la destination bureau. Tu as le droit de prendre quelqu'un en Airbnb pour quelques jours. Ça tu as le droit. Ouais. Mais était limité à 3 mois, je crois, sur certaines villes. Je connais 90 pas bien, ou 120 jours. Ouais, voilà. Ouais. Donc non, pas de bureau. Et puis même, est-ce que tu vois quelqu'un qui travaille a envie de se retrouver en fait dans l'appart de quelqu'un d'autre ? Il faut que ça soit setupé un peu en bureau quand même. Bien sûr. Voilà, c'est un peu l'équivalent d'aller dans une salle de gym alors que tu pourrais faire de la gym dans ton salon. Tu vois, donc tu as quand même besoin d'un équipement, d'une ambiance, d'une douche. Voilà, et puis de gens à côté de toi qui sont en train de suer aussi et qui te donnent envie de suer. Donc il y a voilà, donc non, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, ça c'est sympa, ça va faire le buzz de 2 minutes, mais non, sur Ubique, tu as 2 grands types enfin tu en as plusieurs, mais tu as 2 grands, c'est les espaces de coworking comme nous, donc qui mettent principalement des bureaux fermés en location. Et puis, tu as aussi beaucoup de partage de bureaux. Donc, c'est une entreprise qui a 300 mètres carrés et puis qui a que 200 mètres carrés utilisés et qui va louer les 100 mètres carrés restants, soit en petit bureau, soit en poste ouvert, en open space, à des freelances, à des petites boîtes. Donc, c'est du partage de bureaux. Donc, c'est pour ça qu'on avait appelé ça bureau à partager à la base. C'était assez clair. Voilà, tout le monde. C'était les SEO de l'époque. Ah bah ouais, bien sûr. Ça a un peu changé. On en bénéficie encore. Je trouve que ça a un peu changé. Il y a moins de marques maintenant qui se lancent et qui s'appellent je loue mon bien.com, tu vois. Et il y a eu vraiment une période de ça. Google nous avait quand même donné des indices sur le fait qu'il fallait expliquer ce que tu faisais dans ton URL à l'époque. Donc, bureau à partager, c'est 2006. La création de l'URL. Et effectivement, et puis tu as une troisième, on va dire, sorte d'espace sur la plateforme qui sont des sous-locations. Donc ça, c'est aussi classique. Donc le partage de bureau, c'est tu partages quand même la salle de réunion et les toilettes. La sous-location, tu es indépendant. Genre, tu as un étage en plus et tu partages, tu sous-loues ton étage. Ok. Donc ça, c'est très clair. Avant de rentrer sur votre modèle de Morning, sur la partie qui loue à qui, combien, etc., je pense à un peu... parce qu'il y a des investisseurs IMO qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui lancent des coworking en mode j'achète un immeuble, je l'exploite en coworking, etc. À quel point c'est un modèle qui est présent sur le marché ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, pour en avoir rencontré des on va dire propriétaires assez même privés, qui achetaient 300, 500 mètres carrés et qui avaient besoin d'un peu de nos conseils pour le configurer, pour lancer un espace de coworking. Mais globalement, le bénéfice sur une taille sur le type de taille d'aller faire un espace de coworking, il n'est pas dingue.
le fait de partager l'espace devient vraiment intéressant quand tu dépasses le millier, voire le 2000 mètres carrés. D'accord. Parce que tu peux commencer à avoir des espaces communs qui sont sympas. Et donc, le fait d'avoir un petit bureau pour être chez toi, mais des espaces communs qui sont très cool, ça devient plus intéressant que d'avoir un espace tout seul de 100 mètres carrés. Donc, il y a une taille un peu critique sur le coworking, surtout à Paris notamment. Ok. Je connais moins bien le modèle en dehors de Paris, mais à Paris, ouais, t'as une taille critique. Voilà. Vous êtes en région parisienne, Paris et région parisienne. Ouais, on n'est pas allé encore explorer la région. Voilà, Neuilly reste Paris. Voilà, on est un peu à la Défense, le Valois. Enfin, on reste vraiment collé à Paris. Ok. Ouais. Donc intéressant parce que c'est cette taille critique qui explique probablement. Tu as assez peu de porteurs qui peuvent aller acheter des biens de 2000 mètres carrés. Voilà. Il y a une petite transition qu'on fait un peu sur ce podcast en ce moment dans la ligne éditoriale et les invités, c'est qu'on essaye moi j'essaye d'avoir des gens qui ont des stratégies à haut rendement, tu vois. Ouais. Et parce que comme Airbnb, tu veux dire, c'est les mecs qui achètent un Airbnb en ça, commercial, il y a beaucoup de mecs qui font ça et ils le mettent en agence et ils arrivent à avoir un rendement plutôt de 10-15%. Avec 5%, avec des taux à 4 ou 5%. Ouais. Enfin voilà, faire de l'IMO à 6-7% de renta, c'est un peu dommage, je me dis. Donc j'ai eu des. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Mais vas-y. Il y a pas mal de propriétaires, en revanche, qui vont aller faire du bureau opéré. Quelle est la différence entre la coloc et le bureau opéré? C'est que le bureau opéré, ça va être un 300 mètres carrés que tu achètes en bureau et tu le meubles, tu mets du Wi-Fi, tu mets le ménage, tu mets toutes les briques de service dont tu as besoin et du coup, la boîte qui vient louer a tous les services inclus. Et donc ça, au lieu de louer, 100 € si tu louais en bail classique, tu vas peut-être le louer 150, 160, 170, 180. Et donc, tu vas réussir à créer une marge de 20 points supplémentaires sur ta loc parce que tu gères les services. Ok. Donc ça, c'est un modèle, pour le coup, qui s'est bien développé à Paris. D'accord. Parce que les boîtes veulent de la flexibilité. Elles ne veulent pas signer le bail 369 classique qui les enferme. Elles veulent un bail de 1 an, 2 ans max. Et elles veulent pouvoir partir plus vite. Donc, c'est la base du coworking. Donc, c'est entre la flexibilité du coworking qui est très forte et la non-flexibilité du bail. Et donc, sur ce schéma-là, là, tu peux avoir du 100 à 1000 mètres carrés. Tu peux acheter ton bien, faire une bonne déco et arriver à récupérer de la valeur en tant qu'investisseur. Donc là, il y a des choses à faire. Okay. Tu as plein de boîtes qui sont développées. D'ailleurs, Ubique, dont je te parlais, propose aussi des briques. Ces briques, elle ne fait pas la gestion du bien, mais propose les briques qui t'aident à gérer. Donc, tout le ménage. Ah, d'accord. Ok, très clair. Les briques logistiques. Les briques de service. Il y a un logiciel derrière qui tourne. Alors, eux, ils aident à la commercialisation, mais ils vont t'aider surtout sur la partie bien choisir tes prestataires, comment faire ton suivi, t'aider sur le contrat. Ils vont t'accompagner pour que tu puisses opérer ton bien immobilier. Voilà, faut que tu aies quand même envie de le faire en tant que propriétaire parce que ça demande un tout petit peu de travail. Mais bon, franchement, ça va, ça se fait à côté, quoi. Voilà. Ok, intéressant. Il y a du coup des belles choses à faire sur ce créneau-là. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle avec. J'arriverai à trouver quelqu'un qui rentrera sur cet investissement en particulier. Vous, votre modèle, c'est quoi du coup? Le modèle des grosses boîtes de coworking finalement. Alors je connais pas les autres, mais je pense qu'ils sont à peu près pareils que moi. Hein. Globalement, nous, on loue. Donc, on prend à bail. On a deux gros modèles. Le modèle classique, c'est on prend à bail sur 10 ans. D'accord. Et donc, on négocie avec un gros propriétaire, un Amundi, un Gecina, Swiss Life, des belles boîtes comme ça qui ont du patrimoine parisien. Et on va signer un bail long terme. Donc, 9 ans, 10 ans, 12 ans même. Et la Marine, l'hôtel de la Marine, c'est 14 ans même. Donc Ça, c'est libre sur le bail commercial. Tu fais à peu près ce que tu veux. Alors là, c'est un comme c'est avec l'État, c'est un contrat un peu spécial. D'accord. C'est libre, c'est bien encadré. Je crois de mémoire, si tu dépasses 12 ans, il faut que ça soit inscrit dans un registre. Voilà. Donc, si tu dépasses une certaine durée, ça devient un peu trop long et ils te demandent de l'inscrire. Ça devient presque de la propriété parce que tu vois la durée. Ouais, en sachant qu'il y a dans certains pays, il y a des baux amphithéotiques où tu es propriétaire que 100 ans. C'est ça. Ce genre de choses. Donc nous, on loue. Donc soit on loue sur du long terme comme ça, ce qu'on fait maintenant le plus souvent. Mais on n'a pas commencé comme ça. On a commencé par faire des baux très courts
avec du loyer variable. D'accord. C'est comme ça qu'on a commencé, notamment à Neuilly, sur l'île de la Jatte, et puis après sur le 192 Charles de Gaulle, où on avait un immeuble. C'était notre plus belle réussite. Enfin, c'est comme ça qu'on a vraiment lancé la machine. Et on louait, on faisait moitié-moitié sur le chiffre d'affaires en gros avec le propriétaire. Et on gérait tout. Et lui, en fait, c'était un immeuble qu'il allait complètement rénover 1 an et demi plus tard. Donc on était sur du très court terme. On avait 1 an et demi devant nous. Nous, on louait sur des périodes de 3-4 mois à des petites startups, à des petites boîtes qui étaient ravies en fait, d'avoir de la flexibilité. Nous, on était ravis d'avoir des boîtes qui ne venaient pas sur du long terme et on reversait 50% de notre chiffre d'affaires au propriétaire. Donc ça, ce modèle variable, je l'ai beaucoup gardé. Et donc, je fais beaucoup de baux avec du fixe, avec du variable, que du variable. Et voilà. Donc ça c'est aussi un modèle assez singulier qui nous caractérise. C'est-à-dire qu'on est capable en fait d'aller valoriser de l'immobilier perdu pendant des périodes pré-travaux ou complexité juridique et s'inscrire sur du court terme. Voilà. Donc ça fait partie de ma jambe innovante. Je comprends. Tu te positionnes sur du coup des biens qui sont Ouais. non loués en fait. Ouais. Tu te dis voilà et je le fais encore. Ok. Et c'est peut-être des demandes d'autorisation qui attendent pour des permis de construire, ce genre de choses. Bah, on a des biens qu'on a loués et qui débordent. J'ai un 3000 m² à Bagnolet par exemple, porte de Bagnolet juste derrière le périph. Et en gros ça se repousse de 3 à 6 mois, tous les 3 à 6 mois, parce que ils n'ont pas encore déterminé exactement le début des travaux. Il y a un problème de recours des voisins, enfin tu vois. Et donc on continue à opérer l'espace. Okay. On pensait que ça allait durer 1 an et demi, en fait ça fait 3 ans qu'on y est, quoi. Okay. Des biens en vente peut-être aussi. Imaginons une boîte qui a des milliers de mètres carrés et qui se dit je veux le vendre à tel prix et je suis pas prêt à baisser. Pour le moment je fais... Ouais, c'est rare que... Ouais, c'est pas le cas. Pour le coup, on n'a pas eu ce cas-là. Mais ça pourrait, ouais. Mais en gros, on s'inscrit dans la transition. Et donc ça a toujours été très, très intéressant. Mais avec le temps et avec la croissance, on a pris de plus en plus des baux classiques longs sur lesquels c'est un autre business model complètement. Il y en a un qui est beaucoup plus cash, qui est j'ai 1 an et demi pour récupérer ce que je mets en travaux et puis faire en sorte que ça commence à gagner de l'argent au bout de 12 mois. On va en parler de cette partie. Voilà. Ou j'ai un bail long terme, donc je me projette à 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai une période de franchise, je fais des plus beaux travaux, je m'inscris sur le long terme. Donc c'est un modèle qui est pas le même. Donc aujourd'hui, quand même, 75% de notre parc des 100 000 m², c'est plutôt du modèle long terme, avec des beaux acteurs, avec des beaux immeubles parisiens. Et donc là, le modèle, il est assez simple. Donc à peu près la moitié du coût, si je prends par exemple un immeuble qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, la moitié du coût, c'est le bail, donc c'est le loyer, donc 5 millions. À peu près 1 million de, on va dire, charges de personnel. Donc ça va être les morning managers, l'accueil, les gens qui sont au café, etc. etc. À peu près 1 million de charges. Voilà. Dans les charges, c'est quoi? C'est entretien, ouais, le ménage, électricité, ménage, Wi-Fi, ménage, entretien, petit temps de... ça marche. Les plantes, tous les trucs, voilà. Gros budget plantes chez Morning. Ah, bien sûr. Ouais. Il y a plein de plantes. On est en train de regarder le budget plantes en ce moment. Mais c'est un gros sujet, non mais je rigole pas. Tu vois, dans un espace comme Lafite, tu as 400 plantes. Okay. Donc, tu vois, c'est pas rien. Ouais, il faut quelqu'un, même en août, il faut quelqu'un qui vienne. Toutes les 2 semaines, selon le temps, 1 ou 2 semaines, tu as quelqu'un qui passe arroser. Et on a plein de petites boîtes qui font ça chez nous. Bref, donc tu as à peu près 1 million de charges opérationnelles. Et après, tu as entre 500 et 1 million, on va dire, d'amortissement de ton investissement. Donc, les travaux, le mobilier, etc., etc. Donc, il te reste, si tu es très bon, 30%. Et si l'espace est rempli, hein. Si tu es moyen bon, 20%. Et si tu t'es foiré, il te reste rien, ou 10% ou rien. Voilà. Donc c'est un modèle où tu gagnes selon ta performance entre 0 et 30%. Sachant qu'il y a aussi des moments difficiles comme le Covid,
tout d'un coup, tout le monde se barre. Ouais. Et tu te retrouves à poil. T'en as déjà beaucoup parlé, mais on fera une petite parenthèse sur le Covid. C'est Ouais. clair que ça a dû bouleverser des choses. Ouais. On parlait de travaux. Moi, j'adore les travaux. Mon père, il est portugais, ma mère polonaise, donc de base, j'avais pas trop le choix dans la famille. Et du coup, et j'aime beaucoup la déco. Ma copine aime beaucoup la déco. Et elle m'a un peu transmis le sens de l'esthétisme quand moi, j'avais plutôt le sens du pratique. Et il s'avère qu'il y a vraiment une déco très spécifique un peu au coworking quand on rentre chez Morning ou quand on rentre chez WeWork, etc. Il y a un truc, déjà c'est hyper beau. On essaye. Il y a ce truc un peu industriel, etc. Moi, je me suis fâché avec... fâché, non. J'ai discuté avec le directeur financier de mon école de commerce. Ils adorent l'immobilier. C'est l'IESEG d'ailleurs, je peux en parler. Ils achètent leurs bâtiments. Ils ont des dizaines de milliers de mètres carrés dans le Vieux-Lille et à la Défense. Ils sont nuls en déco. Et en fait, là, ils sortent un nouveau bâtiment. Moi, j'ai souvent parlé avec lui parce qu'on partage cette passion de l'immobilier. Et ils font des trucs hyper... je pense que c'est très pratico-pratique, utile. Tu vois, il y a beaucoup de blanc. Tout est... Tu sens, voilà, c'est tout bien dans la sécurité, les trucs, etc., évidemment. Mais... ça manque de pattes. Ça manque d'âme. Et je leur dis, mais allez voir ce qu'ils font dans les coworking. Moi, une école comme ça. Et du coup... En plus, ils me prêtent une partie des locaux, ils sont vachement chouettes, parce qu'on a gardé des bons liens. Mais quand j'enregistre un podcast comme je le fais aujourd'hui, je peux pas le faire chez eux. Je préfère le faire chez moi où il y a des meubles un peu plus sympas, etc. Que là-bas où c'est vraiment de la salle de classe, de centre de formation, tu vois. Donc mes questions, elles sont diverses, mais comment vous avez fini par trouver votre patte, vos travaux? C'est lié au fait que en plus, il faut, surtout sur le premier modèle où vous exploitez pendant 1 an et demi, vous ne pouvez pas aller vous amuser à faire des travaux qui sont très coûteux, mais vous arrivez quand même à faire des trucs qui sont vachement beaux. Donc comment ça s'est construit ça et c'est quoi tes tips là-dessus, quoi? Les travaux, l'aménagement, la déco chez Morning, c'est quasiment un tiers de notre chiffre d'affaires. C'est quasiment 100 personnes sur les 300. Ok. C'est un muscle qu'on a effectivement musclé progressivement, notamment parce que, tu viens de le dire, on avait besoin de le faire en interne pour être rapide et pas cher sur le modèle éphémère. Parce que tu dis chiffre d'affaires et pas coût, parce que du coup vous le faites faire par en fait, vous avez une entité de travaux en fait interne. On a une entité de travaux interne. Ok. Ça s'appelle BIM, by Morning. Ok. Voilà, on n'est pas les... Non, c'est bien. BYM. Mais qu'on ne market pas, c'est le morning aménagement, morning déco. Et donc on a musclé ce petit muscle progressivement. Il y a quelqu'un chez nous qui s'appelle Guillaume qui a commencé à faire des travaux, alors que il avait plutôt fait une école de commerce, mais pareil, il avait une appétence, il avait fait son appart. Voilà. Et donc, assez entrepreneur, très entrepreneur, il a commencé à développer cette partie-là. Puis à un moment donné, on a eu des gens en reconversion de chez Boulle qui ont commencé à faire du mobilier et qui ont commencé à faire de l'ébénisterie chez nous. D'accord. Carrément vos meubles du coup. Ouais. Donc aujourd'hui, on a un atelier de fabrication, on édite nos meubles. Génial. On s'éclate. Et donc, si tu veux, c'est un muscle qui s'est progressivement transformé, forgé en interne. C'était 2, 3, 5, 10, 15, 20. Au début, on faisait ça que pour nous, pour nos espaces. On s'entourait de prestataires. Et puis progressivement, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant tiens, on aimerait faire pareil que chez vous, est-ce que vous pouvez nous le faire? Et on a commencé à développer l'externe. Et aujourd'hui, ça fait à peu près moitié-moitié. Cette année, on fera entre 20 millions d'externes et 20 millions d'internes à peu près. Ok, tu vois, je ne savais pas que c'était une partie si importante. On est contractant en général, on comprend, mais on peut aussi faire que la partie conception. On a une vingtaine d'architectes en interne, on a des peintres, on a des ébénistes, on a des chefs de projet, on a des conducteurs de travaux, on a tout. Et donc, quand tu disais parler de déco, en fait, c'est simple, on a plein d'archis, ils sont très bons, ils ont bon goût, on leur laisse une belle liberté pour qu'ils puissent innover, et puis ils ont plein de supports. On essaie de faire aussi attention aux matériaux qu'on utilise. On a une grosse dimension impact sur cette activité. Donc, on fait le bilan carbone de tous nos chantiers, etc. Je crois que vous êtes Bicorp, notamment. Bicorp, effectivement, merci de le rappeler. Label très exigeant. Il nous a pris
1 an et demi à travailler parce que ça demande vraiment 150 questions, d'établir des rapports. Donc, tu dois documenter ce que tu fais dans ton entreprise et mettre en place des règles, des bonnes règles et les suivre. Les auditeurs sont assez sensibilisés. Moi, j'ai un associé qui a le premier podcast sur l'écologie, sur la transition écologique, qui s'appelle The Big Shift. Et on se fait de temps en temps des épisodes croisés, IMO-écologie, pour le coup, et Bicorp, en effet, parce qu'il en existe des tonnes des certifs, ça fait partie des certifications très exigeantes et bien foutues, d'après Xavier, qui est ma boussole d'un point de vue écologie. Quand je sais pas, je lui demande, et vu que lui, il a eu autant d'invités que moi, mais sur son sujet, je sais que... Je suis content de l'apprendre, si Xavier a validé. Validé par Xav. Non, c'est très exigeant. Donc voilà, on est fiers d'avoir obtenu cette certif en début d'année. Et on a effectivement une équipe hyper motivée par ces sujets, évidemment, on va essayer de laisser une trace, une bonne trace, une meilleure trace sur notre passage. Évidemment, on fabrique du carbone, on fait des travaux, on en consomme plutôt. Donc on essaie d'être smart dans ce qu'on fait et de s'améliorer. Donc voilà, de toute façon, dans le secteur de l'immobilier, on a juste pas le choix, quoi qu'il arrive. Donc on essaie d'être en avance. On a aussi monté un accélérateur de solutions, on va dire, intelligentes. Donc, on a fait une première saison sur tout ce qui était matériaux. Et là, on lance une deuxième saison sur tout ce qui est flux, gestion des flux. Donc voilà. Et puis on a un partenaire qui s'appelle Nexity, qui est notre actionnaire, qui est aussi à fond sur ces sujets, évidemment. Hyper important, la décarbonation de l'immobilier pour eux. C'est le plus gros promoteur en France. Donc, et les meilleurs sur les sujets carbone. Donc voilà, il faut qu'on se bouge les fesses pour améliorer notre empreinte. Super. T'as un exemple un peu concret sur les travaux, un peu des réalisations, que ça soit empreinte carbone ou juste économie, et souvent je pense que ça va un peu ensemble aussi, mais où vous vous êtes dit, ok, en fait on faisait ça comme ça sur les travaux avant, et là on fait différemment, et en fait c'est tout aussi beau, voire plus beau, et ça fonctionne quand même, un truc un peu concret. Alors, je sais pas si c'est tout aussi beau, mais le truc qu'on fait et qu'on a appris à faire et sur lequel on est vraiment très bon, c'est comme on a fait beaucoup d'espaces éphémères, on a appris à faire de la récup. Donc, et on essaie de récupérer un maximum de choses. Sur les meubles, par exemple ? Pas que. Alors, les meubles, c'est déjà facile. Sur les choses qu'il y a sur place. Le parquet, la moquette, les cloisons, les fils, les fenêtres, le plafond. Donc, en fait... on a beaucoup bossé, on a même fait un projet avec la DAM sur tout ce qui est justement revalorisation dans la chaîne pour quand on quitte un espace, on puisse se dire on a fait le maximum de récup, et donc soit on a un stock tampon qu'on va prendre et on va stocker des choses parce qu'on sait qu'on en aura besoin dans un futur espace, soit souvent on a tout de suite un espace qui ouvre et puis on arrive à revaloriser des choses. Donc ça c'est sûr. Enfin voilà, c'est ce que tu ne consommes pas qui est le plus important, qui est le meilleur en fait. Donc en termes d'empreinte carbone, le plus important c'est d'utiliser ce qui est existant. Donc ça c'est le premier truc. Voilà, après on a noué des beaux partenariats. On bosse pas mal avec Le Pavé, qui est une belle boîte qui marche bien, qui est une usine à Aubervilliers qui font du plastique et qui fait des panneaux. Super boîte, on a fait un super comptoir avec eux, et puis on développe pas mal de produits avec eux. Et puis voilà, on a pas mal de petites boîtes, une qui fait des matériaux en huître, en crustacés. Super intéressant parce que tu as les déchets conchicole. Alors j'arrive plus à dire ce mot. C'est ça, conchicole, je crois que c'est ça. Ça sonne bien en tout cas. Ouais, ça sonne bien, c'est pas mal. Les gens savent pas quoi en faire, et c'est beau en fait. Voilà. Il y a les mecs qui font aussi des matériaux en volant de badminton. Ok, incroyable. Non, mais il y a plein de trucs en fait. J'ai visité récemment un musée à Arles, assez connu, une fondation, je me souviens plus du nom, et ils ont justement travaillé les différentes pièces avec des matériaux hyper conceptuels et qui préservent la nature. Et je vous le conseille si vous êtes dans le coin, pour les auditeurs du Sud, ça vaut le coup. Ok, hyper intéressant sur ces travaux. Combien ça coûte des travaux Chez Morning ? Ouais. On est assez bon sur les coûts. Alors pour refaire des bureaux,
on va dire, tu arrives dans des bureaux et tu dois refaire des bureaux, le coût de l'aménagement des travaux, peinture, moquette, plafond, etc. Donc, on va dire, si tu touches pas aux gros équipements, tu vas en avoir pour entre 250 et 500 euros du mètre, donc selon ce que tu fais, etc. Donc voilà, pour 1000 mètres carrés, je vous laisse faire le calcul. Ouais, très clair. Et après, pour tout ce qui est mobilier, donc bien meubler ton espace, ça va être entre 200 et 300. Voilà, ceci selon que tu... Après, tu peux descendre un peu plus bas, évidemment, si tu fais la récup, etc. Mais voilà, si tu es entre 200 et 300, tu te fais un bel espace. Voilà. Donc voilà, ça coûte quand même, on va dire, allez, entre 500 et 800. Ok, ce qui est plus bas que quand tu fais du résidentiel. C'est un peu plus bas, ouais, parce que c'est plus gros souvent, donc tu gagnes en... Voilà. Après, je te donne des prix qui sont des prix normaux, évidemment, c'est très variable, quoi. Entre... Tu commences à faire de la moquette arrondie, tu mets des rideaux partout en velours. Voilà, c'est évidemment. Ça peut vite. Et tu fais beaucoup de sur-mesure, coûte très cher. Évidemment, tu fais des jolies bibliothèques sur mesure. Voilà, vous n'avez pas encore de studio de podcast dans vos cours? Si, ça commence. À la FIT, on a un studio de podcast. Bah, si tu veux venir te faire ton podcast chez nous, t'es welcome. Écoute, avec plaisir. C'est vrai que je me suis dit récemment... En préparant l'épisode. Avec de la vidéo en plus. Hein. Trop bien, trop bien. Et c'est un petit truc qui naît, c'est une petite strate d'investisseurs et c'est souvent des podcasteurs qui finissent par le faire, qui ont un peu d'argent à placer dans l'immobilier. Et en fait, dans chaque ville, il y a 2 ou 3 petits studios de podcast qui naissent. Je crois qu'à Paris, il y a Podspace qui est né. À Marseille, il y en a un. Tu le loues du coup à Lisbonne. Et en fait, soit ils ont pris à bail un appart et ils l'ont mis en mode podcast à équiper et ils le louent à l'heure. Soit ils le font, soit ils l'achètent et ils gèrent le truc. Nous, à un moment, on s'est posé la question, tu vois, aujourd'hui, on est encore en coworking, mais on pourrait, incubateur, mais on pourrait potentiellement, là, moi, j'aimerais bien acheter les bureaux, parce que j'ai un problème avec ça, mais et je me dis, ouais, ça aurait été chouette, j'ai visité des biens en souplex où il pouvait y avoir une cave sympa, et je m'étais dit, bah, franchement, pour le rentabiliser, ensuite louer à l'heure. Déjà, tu peux le proposer à tes clients, parce que je t'en ai pas parlé même off, mais je produis des podcasts pour des marques aussi. C'est mon activité principale. Et je me suis dit, en fait, ça pourrait être vraiment canon. Et j'ai vu quelques exemples de petits apparts qui étaient exploités et qui faisaient du 5 chiffres en location en louant à l'heure, à 100 balles de l'heure, du coup, sur du podcast. C'est assez intéressant. Ouais, bah écoute, tu viendras visiter notre podcast, tu me diras notre petit studio, tu me diras ce que tu en penses. Avec grand plaisir. Trop bien. C'est des petites strates comme ça que je trouve intéressantes. Et après, faut savoir le commercialiser, ça demande du boulot, quoi. Je pense que c'est hyper niche. Je crois pas qu'il y ait un grand marché. Non. Il n'y a pas un marché profond sur cette partie-là. Puis ça peut être un kiff de podcasteur, quoi. Plutôt, ouais. Ok, trop bien. Vous êtes développé, tu dis 42 espaces. C'est quoi un peu c'est quoi un peu la suite? Est-ce que déjà, tiens, parlons de ce qui s'est passé avec le Covid et des nouvelles habitudes, du télétravail, etc. Est-ce que ça vous a impacté positivement, négativement et comment vous avez réagi à ces changements d'habitude? Bah, le Covid, il a fait mal dans un premier temps. Comme pour tout le monde, ça a été un choc. Comme tout choc, il a produit une réaction assez épidermique et on a perdu la moitié de nos clients dans les 3 mois. Donc entre mars et août, on a, je pense, à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires qui est parti en fumée. Et donc nos espaces étaient quand même vides. Voilà. On n'a pas fermé dans le sens où les gens avaient le badge, ils pouvaient aller dans nos espaces, on avait enlevé tous les services. Ok. Voilà, bon, évidemment, on appelait tous nos clients, tous nos propriétaires, on a travaillé pour s'en sortir au mieux. Le post-Covid, en revanche, a été magnifique. C'est-à-dire l'année 2021 et 2022, on a revu progressivement tous nos clients revenir en 2021 et en 2022, on a pris à bail beaucoup d'espace et il y a eu une traction de malade, simplement parce que il y a eu 2 effets. Un, les gens veulent de la flexibilité encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'ils ont bien vu que signer avoir un bail, être accroché à un bureau alors qu'ils ont potentiellement plus besoin, c'est chiant. Ils veulent presque dangereux parfois. Ouais, dangereux, ouais, même. Ouais. Deuxièmement, ils ont plus besoin de autant de bureaux.
Donc, il y a une question au télétravail. Mais voilà, et ils veulent aussi du bureau central. Ils veulent du bureau bien placé, quitte à dire aux gens de venir bosser, autant que ça soit dans le sentier, quoi. Ils viendront plus facilement. Donc il y a tous ces effets-là qui font qu'en fait, nos espaces bien placés à Paris, bien centraux ou bien desservis, voilà, sont très remplis. D'ailleurs, Paris aujourd'hui en termes de bureaux se porte très très bien. Évidemment, dès que tu sors de Paris, là, c'est l'enfer. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à louer, quoi. Enfin, les propriétaires, voilà, la Défense, c'est vraiment catastrophique. Je crois que c'est 20 ou 30% voilà, une vingtaine, ouais, en effet. Ouais, donc c'est assez violent. Et puis voilà, dès que tu sors et que tu vas à Nanterre, Gennevilliers, deuxième couronne, enfin, ouais, les gros bureaux de 10-30 000 m², ils trouveront difficilement preneurs. Voilà, il n'y a plus aucune boîte qui a envie de se mettre. Parce qu'on parle en effet d'immobilier commercial qui souffre. Donc c'est celui-ci qui souffre, alors que le bureau qualitatif, flexible, à Paris, en centre de Paris, zéro problème. Au contraire, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est l'effet. C'est l'effet, c'est-à-dire que les gens veulent moins, mais mieux. D'accord. Voilà. Donc, une boîte qui avait 100 personnes avant, elle avait entre 1000 et 1500 m² de bureau. En gros, 1 pour 10, 1 pour 15. C'est la moyenne, je crois que la moyenne est à moins 1 pour 12. Maintenant, elle va plutôt prendre 600, 800 m², mais bien placée. Il y aura peut-être un roulement de gens qui viennent en télétravail. Et puis, si tout d'un coup, il y a besoin d'un peu plus de bureau, elle va prendre 20 poches chez moi, pas très loin, et puis 30. Voilà. Et pareil, les grands groupes, maintenant, se servent aussi du coworking comme appoint pour des équipes, avant des déménagements, ou pour une business unit, ou même de façon plus permanente. Voilà. Donc, en fait, on est devenu une solution très pérenne pour les boîtes qui ont besoin de simplicité, de flexibilité. Et voilà, le coworking est une solution qui est à côté du bail traditionnel. Mais pour la plupart des boîtes qui sont chez nous, c'est leur solution. C'était hyper chouette que tu aies décomposé sur les 10 millions tout à l'heure, etc. J'ai bien aimé l'exercice. Est-ce que tu communiques sur les taux de remplissage ou justement cet équilibre, en fait, à quel moment l'équilibre il est trouvé? Est-ce que tu as besoin d'être à 95% rempli? Ça dépend des espaces. Sur un espace, tu peux faire le calcul que je t'ai rétro-pédalé, le calcul que je tenais, mais en gros, selon les espaces, il faut être entre 70 et 75% rempli. D'accord. Pour que ça commence à dégager de la marge. Donc voilà, donc selon le loyer que tu as pris, voilà. On parlait de WeWork tout à l'heure. WeWork, quand ils sont arrivés à Paris, ils voulaient prendre du bail absolument. Donc ils ont aussi fait monter vachement les prix. D'ailleurs, quand tu regardes WeCrashed, je sais pas si je l'ai vu, bien sûr. Tout le monde dans ce podcast a vu le show WeCrashed. Tu vois, en fait, la stratégie, à la base, c'est vraiment prends du mètre carré à tout prix. Voilà. Donc, ils ont fait monter les prix de 10-20% direct juste en arrivant à Paris. C'était n'importe quoi en 2016-2017. Et c'est aussi une stratégie qui fait mal parce que derrière, c'est sensible quand même, ton taux de remplissage, ta marge, elle est sensible. Donc derrière, il faut être capable de sortir les bons taux de remplissage. Sinon, voilà. Donc oui, aujourd'hui, il y a des boîtes qui souffrent parce qu'elles ont pris des baux trop chers. Enfin, il n'y a pas de secret, il faut acheter pas cher. Ils ont pris des sacrés lieux aussi. Ouais. Moi, quand j'ai bossé dans la food tech, je suis arrivé pour lancer Paris. On était au WeWork de Lafayette. C'était assez marrant, en fait. Donc, c'était la stratégie. Hein. On parle de ses usages. C'est la stratégie de cette boîte dans la bouffe qui était de lancer. On avait lancé plus de 14 villes. Ils mettaient une équipe pendant 6 mois dans un WeWork, aller fracasser tous les restaurants. Ensuite, au bout de 3 mois, il fallait qu'on ait signé plus de 100 restaurants et lancé les opérations. Et on devait faire une grosse soirée de lancement qui se faisait toujours chez WeWork. Et d'ailleurs, c'était... En fait, on était bannis de tous les WeWork de tous les pays parce qu'ils faisaient des soirées avec les restaurateurs. Ouais, c'est ça. Les restaurateurs, ils venaient, ils offraient leur bouffe. On organisait une grosse soirée. La beuverie. Beuverie, on leur avait dit, mais donc, combien on a? On veut le plus de personnes possible, de personnes possible. Et on disait, mais c'est quoi la limite? Il n'y a pas de limite. Donc on met des invitations avec... À WeWork, quoi. Voilà, on met des invitations, venez. Donc on négocie avec WeWork. En plus, ils ne nous faisaient même pas payer, quoi, à l'époque. On faisait la soirée chez eux. Et en fait, on s'est retrouvés avec
une soirée où on avait le droit chez WeWork de faire venir, je crois, 700 personnes maximum. Et on avait 400 personnes sur le trottoir. Qui attendaient pour rentrer, qui ne pouvaient pas rentrer. Donc on a réussi à pousser un peu, à faire rentrer la moitié. Les gens, ils commençaient, on n'était même pas lancés, on commençait à avoir des avis 1 étoile sur Google. Donc là, on est allé, on a commandé chez Deliveroo, qui était presque nos concurrents, de la bouffe à nos propres restaurants. Pas mal. pour servir aux gens sur le trottoir. Donc c'était chaotique. Et là, les flics ont débarqué. Franchement, pas la tête sur le trottoir. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était les lancements fun dans ce WeWork de Lafayette. Et après, du coup, on a changé de coworking parce qu'ils nous ont virés. Et en fait, j'ai appris après que dans tous les pays où ils lançaient, ça se passait à peu près comme ça. Donc voilà. Après, on est allé chez Spaces, groupe Regus. Ouais. Et ensuite, quand j'ai quitté Milpal, moi, j'avoue avoir été Moi, j'ai beaucoup squatté les Spaces. À partir du moment où j'avais le Wi-Fi, je faisais des rez-de-chaussée du Spaces qui sont pas protégés. Bien sûr. C'est quoi Est-ce que c'est un sujet pour vous, des gens qui rentrent un peu ou c'est finalement... c'est anecdotique. Ouais, il y a sûrement des gens qui viennent un peu squatter, je pense, nos espaces. Mais globalement, c'est anecdotique et puis c'est vite remarqué, en fait. Bien sûr. Et on a des morning managers dans chaque espace qui, quand même, connaissent bien leurs clients. Ok. Et les gens qui sont là, voilà, soit c'est des rendez-vous. Alors, ce qui arrive et ce qui est très bien, c'est que les gens qui sont en rendez-vous restent l'après-midi, ils font une réunion, voilà. Donc on est assez, on est relax là-dessus. Okay. On est assez cool. De toute façon, on prend les cartes d'identité des gens, voilà. Et puis on bourre pas trop les espaces. Typiquement, WeWork, un des trucs qui leur a beaucoup été reproché, c'est que Lafayette, typiquement, était complètement blindé. Donc, tu n'avais même pas de quoi t'asseoir. Les salles de réunion sont tout le temps blindées, etc. Donc, ce qui n'est pas notre cas. On fait pas du 1 pour 6 mètres carrés, une personne pour 6 mètres carrés. Très variable. Il y avait des écoles, tu vois, il y avait le wagon, je crois. Quand ils venaient, ils arrivaient à 80 pour une session de cours d'un coup. D'un coup, tu as 80 personnes qui squattent la cafette. Donc nous, on essaye de faire attention à ces sujets-là. On est plutôt à 1 pour 8, mais c'est le max. On va tourner plutôt à 1 pour 10. Et puis les gens, finalement, comme ils sont en télétravail, donc les espaces, ils respirent. Voilà. Donc c'est ça, et ça, c'est assez important et c'est agréable aussi quand tu vas bosser dans un morning. T'es pas, c'est pas le bordel, quoi. Tu citais WeWork, c'est quoi ton analyse un peu du rise and fall de WeWork? Qu'est-ce qui... il y avait des ambitions délirantes de la direction, avec même un petit peu de folie sur les bords. Mais voilà, qu'est-ce qui... déjà, c'est une belle histoire, faut le souligner. C'est magique quand même de voir à quel point on peut créer des choses sur un bout de papier avec une idée. C'est clair. Comme l'a fait Adam Newman. Maintenant, c'est un mec qui est un peu fou, quoi, globalement, et la folie... ça va se mettre en plus. Il est arrivé à la transmettre. Je pense qu'il avait 2 parties de sa folie. Une qui était très bonne, qui était sa vision, que moi je partage complètement, sur le partage d'espace, l'aspect communauté, l'aspect dynamique d'un espace. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, quand tu es à plusieurs dans un espace, il y a une vraie dynamique qui se crée. Donc ça, j'adhère et quand tu regardes la série, ça transpire, c'est chouette. On vous la conseille, hein, en podcast, il y a We Crash et aussi en série, elle existe en podcast. Ah, elle existe en podcast, je sais pas. Par Wondery, je crois, qui fait Guerre de business, etc. Donc ça, c'est la bonne partie. Après, la mauvaise partie, c'est que il a voulu... je sais pas si c'est juste parce qu'il a été poussé par Matou Zaya, là, le mec de Vision Fund. Ils ont voulu aller trop vite. Et une autre partie, donc ça c'est souvent, je pense, grave. C'est-à-dire que c'est le capitalisme qui te pousse à l'excès et c'est le côté à l'américaine. On y va fort, très fort, partout, très vite. Les fonds ont besoin de retour, tu vois, c'est les valorisations, etc. Donc ça c'est un vrai sujet. Moi, je pense que le vrai autre gros sujet, c'est que la culture était toxique. La culture de WeWork, elle n'était pas bonne. Alors, je te passe l'alcool et la drogue, c'était vraiment un sujet. Quand tu parles avec des anciens de WeWork, ils t'en parlent de façon ouverte. Hein. Limite, les réunions, c'était vodka et coke, quoi.
Euh, Ça faisait partie des premiers qui avaient mis les tireuses aussi au. Voilà, j'ai mis la petite tireuse. J'en ai bien profité. Bah voilà. Mais donc, tu vois, ça a ses limites. Et puis, enfin, voilà, la culture d'une boîte, c'est important, en fait. C'est ça qui tient, en fait, le projet à moyen long terme. Donc, bah, quand tu as une culture qui est pas assise sur des beaux fondamentaux, bah, ça finit par dégringoler. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'ils n'ont pas réussi depuis 3 ans à assainir la boîte. Parce qu'il y a vraiment, je pense, un fond qui est pas bon, quoi. Même si les beaux peuvent être bons, bon, bah, t'as une mauvaise terre, quoi. Et donc, ils ont pas réussi à enlever toute la terre. Enfin, c'est mon analyse. Après, je connais, voilà, je n'ai pas été à l'intérieur, etc. Mais ouais, je vais te donner un exemple. Par exemple, quand tu discutais avec des gens de certains WeWork, ils disaient que les commerciaux sont incentivés juste au remplissage, pas au chiffre d'affaires. Donc, limite, ils étaient payés quand ils remplissaient. Et puis, c'est pas la France qui, leur chiffre d'affaires, les commerciaux dépendaient de l'Europe. Okay. Il suffisait juste qu'ils remplissent un espace avec une boîte, quel que soit le prix, pour être rémunérés. Enfin, des modèles comme ça qui sont complètement sur le remplissage, le growth at all cost. Pareil, ce que tu disais il n'y a pas de limite de budget marketing. Ouais. Tu vois, tu mets dans la tête, c'était nos mêmes objectifs. Mais voilà, mais tu mets dans la tête des gens, en fait, des façons de faire qui sont pas saines. Ouais. Et ils n'ont pas de vue sur le PNL. Voilà, moi j'ai monté Morning, j'ai toujours été rentable. C'était mes deniers, j'ai mis mes propres sous dans la boîte et vraiment je faisais gaffe à tout. Et la culture qu'on a, elle est de faire attention à chaque euro et de faire en sorte que les gens font comme si c'était leur argent, quoi. Mais pourtant, on leur donne une carte bleue pour qu'ils puissent avoir la main sur ce qu'ils dépensent. Ouais. Donc, il y a une transmission de cette responsabilité. Et je pense que c'est important. Voilà. Donc après, c'est une vision plus père de famille, traditionnaliste, que la vision grosse tiag, on y va et c'est parti, gros capitalisme, grosse croissance. Bon, voilà, chacun son truc. Voilà, mais il y a d'autres boîtes où ça marche, hein, tu vois. Donc voilà, tu prends Uber par exemple, tu as une autre série intéressante avec Travis Kalanick de Uber. Qui a un profil un peu. Qui est encore un autre type de pirate. Ouais. Peut-être encore plus fou. Je suis pas sûr. Bah voilà, il faut aussi dans des secteurs des mecs comme ça. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à la fin de la série. C'est que pour réformer certaines industries, pour aller faire de l'innovation dans des secteurs poussiéreux, typiquement l'immobilier quand même, qui est pas un secteur hyper innovant, il faut des mecs un peu fous. Donc voilà, on va pas non plus lui jeter la pierre. Adam, il a fait quelque chose de fou et d'intéressant. Voilà. Après, c'est dommage qu'ils aient pas réussi à assainir. Tu vois, moi, je me disais bon, ça serait bien qu'ils arrivent à retrouver un modèle. Tu vois, voilà. Quand tu as un concurrent comme ça qui t'a fait autant de bien que de mal, hein, parce que c'est le cas de WeWork sur le marché, ils ont fait du bien parce qu'ils ont élargi, ils ont fait connaître, etc. Donc moi, quand ils sont arrivés en France, j'étais là, je suis là aussi, salut. Tu surfais la vague. Voilà, je me suis mis en... Voilà, ça fait 5 ans que je suis là, m'oubliez pas. Tu vois, et puis ils ont tellement de moyens que tu peux suivre. Donc ça, c'est bien parce que ça met en lumière. Puis ça donne de l'ambition aussi, je pense. Ouais. T'as envie de suivre, quoi. C'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, je vais lever des fonds, je vais aller là. Je vais pas me faire taper par des petits Américains, par des gros Américains comme ça, sans réagir. Donc ouais, il y a une sorte de relation qui s'instaure, qui est intéressante. Et la partie négative, c'est qu'ils faisaient monter les prix. Ouais, et puis qu'ils faisaient un peu n'importe quoi. Donc tu vois, tu discutes avec des gens de l'immobilier, ils sont assez tradis, ils disent c'est qui ces gars-là, ils font n'importe quoi, ils n'ont pas les fondamentaux de l'immobilier, 47 milliards de valorisation, mais regarde... IWG, Regus, ils sont à 4 milliards de valo, ils ont 10 fois moins d'espace. Tu vois, Mark Dixon, il le disait dans une interview, il disait honnêtement, on comprend pas. Tu vois, le mec, ça fait 30 ans qu'il est là, il regarde un concurrent qui arrive, qui a 10 fois moins de mètres carrés, qui est valorisé 10 fois plus, et il dit écoutez, là, il y a un problème, moi je sais pas quoi vous dire, moi je suis en bourse. Donc, voilà, c'est les limites du modèle et c'est bien que ça s'assainisse un peu. C'est la valeur de cette vision de est-ce que le We Rise, We Live, We machin, ça aurait été ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher aussi. Franchement, ça aurait pu marcher, mais il fallait aussi l'exécuter de façon saine, tu vois.
ils faisaient n'importe quoi, les gars. Enfin, tu vois, ils étaient en mode n'importe quoi. La fin de la série est incroyable. Ouais. C'est quoi du coup la suite je sais pas si c'est pour Morning, pour toi, pour le coworking en général. Je te laisse un peu open sur ce point-là. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut voir naître demain chez Morning? C'est plutôt des nouvelles localisations, des nouvelles verticales, le podcast, le machin. Je sais pas, tu vois, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer plein de choses. Aujourd'hui, on est dans une phase de notre croissance qui est intéressante. On a validé qu'on savait bien faire des espaces, qu'on avait une belle offre de service, même si on est toujours en train de s'améliorer. Et donc là, on est en train de faire de la croissance sur d'autres sujets, en vertical ou en horizontal. Bon, je te donne un exemple. Par exemple, on vient de recruter un chef. Donc on lance progressivement ce qu'on appelle Morning Cuisine. Ok. Donc ça commence par... Je sens que tu deviens un peu fou là. Ouais. Non. T'inquiète, toujours raisonnable. Je plaisante. On a une petite cuisine à Neuilly avec Juan Carlos qui est notre chef. D'accord. On a 50 couverts là depuis le mois de juin. Enfin, on a fait une pause au mois d'août. Donc on développe notre propre offre de restauration à l'intérieur d'un premier espace. Puis progressivement, on va le faire dans un autre espace. Progressivement, on va produire notre bouffe pour la distribuer dans nos espaces. Donc tu vois, ça c'est un projet que j'adore. C'est un labo c'est un labo dans la petite cuisine. Ouais. Et puis ils vont avoir un labo. Voilà. Et tu vas pouvoir livrer tes mornings ou... On a 25 comptoirs dans lesquels les gens viennent prendre un café, mais aussi à midi potentiellement acheter une salade. Et donc ces salades, ces plats, on va progressivement essayer de les produire nous-mêmes. Ok. Donc ça c'est assez chouette. Ça a été un axe de développement de certaines boîtes, comme Totem, il me semble. Alors, on est Totem et chez nous d'ailleurs. Ok, d'accord. Enfin on les utilise. Voilà, donc ça tu vois c'est un exemple de développement qui est chouette. Et puis on fait aussi 800 événements dans nos espaces, donc on a une grosse activité événementielle. On a 15 personnes qui font de l'événementiel chez nous. 800 par an 800 par an, ouais. Donc tu vois, rien que le catering des événements, ça fait peut-être un petit million, tu vois. Ouais, t'intègres, tu verticalises. Voilà, exactement. Pas tout, tu vois, parce qu'on va garder des prestataires, mais voilà, donc cette équipe Morning Cuisine, aujourd'hui, c'est 4-5 personnes peut-être. Le chef, il y a un commis, il y a 2-3 chefs de proue, enfin voilà. Mais ça peut être 50 personnes dans 3 ans, voilà, tu vois. Et qui te dit que on ouvrira peut-être un resto, un hôtel avec, parce qu'on va avoir des opportunités. Donc tu vois, c'est des sujets que j'adore en fait faire ça. C'est-à-dire qu'on a une opportunité de chez nous, puisqu'on a 12 000 ventres tous les midis qui ont faim. Autant leur donner quelque chose de bon à manger, produit par nos soins. Où on peut savoir d'où vient la bouffe. On va bosser avec ce producteur de salade en Seine-et-Marne. Et donc, tu vois, faire du farm to fork. Pourquoi pas demain avoir notre propre petite ferme où on fait des séminaires avec Pierre. Enfin, tu vois, tout ça est assez chouette comme secteur. La bouffe, c'est quelque chose qui est assez chevillé à notre expérience de travail. Ce moment, on en parlait... convivialité le midi, c'est hyper important. Donc c'est un endroit où on a envie de se mettre en fait avec Morning en tant qu'expérience, puisque nous ce qu'on provide, c'est une expérience de travail en fait assez différente, et la bouffe en fait partie. Donc ça m'éclate, mais voilà, on a une petite boîte en ce moment qu'on développe qui s'appelle Redesk, qui fait de la récupération de mobilier quand tu déménages. Donc on va développer, on va incuber, on va s'amuser. C'est trop cool ça. Sur la partie B2B du coup principalement. Principalement. Okay. On parle souvent de co-living, tu vois, par exemple, quand est-ce que vous faites de co-living comme WeWork? Bon, pour l'instant on n'y est pas, mais on regarde parce que le co-living B2B est intéressant, par exemple. Ouais. Tu vois, tous ces gens qui viennent à Paris 2-3 jours par semaine. Complètement. Airbnb, pas simple, hôtel, pas simple quand il y a les JO. Donc, avoir une offre un peu entre les deux est marrante à imaginer. Donc, on regarde ce sujet, comme plein d'autres, la gestion des plantes, l'entretien de nos espaces au niveau technique, la location de mobilier, la fabrication et la distribution de mobilier, on en parlait pas. Il y a plein de sujets qui nous éclatent. Sur la récupération des meubles après déménagement, c'est hyper intéressant. Moi, je pense un avantage et un défaut, une qualité, c'est que j'ai toujours plein d'idées et je saute d'une à l'autre et j'ai ce petit carnet où j'écris dès que j'ai un truc et que j'ai depuis longtemps quoi. Et quand je faisais mes petits j'étais sur le chantier le week-end avec mon père, c'était mon premier job étudiant, c'était ça. Et en fait je le voyais, on arrivait sur un chantier
il y avait des tonnes de trucs achetés, qu'on foutait à la poubelle. Et moi, j'ai commencé à dire... On va les mon vendre. père, il est toujours, en plus, il est très économe. Et je pense que c'est marrant parce que tu me parlais un peu de ce que vous faisiez sur la récup, etc. Mon père, c'est un des seuls artisans qui va se faire chier à garder des murs entiers parce qu'il sait que ça va lui faire moins de gravats et il va le refoutre à un autre endroit. Et comme ça, il se casse moins le dos pour les descendre. Il bosse tout seul, il a une toute petite boîte. Mais et en fait, quand il a commencé, il était toujours là à dire « Ah putain, c'est chiant quand même, cette chaudière, ça vaut au moins 400 balles, je suis en train de l'acheter. » Et j'ai commencé à lui dire « Bah, t'as pensé à la mettre sur le bon coin, tu vois, juste... Et en fait, j'ai commencé à faire ça pour mon père, tu vois, juste quand j'arrivais sur le chantier, je prenais les photos et on récupérait des petits billets comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, donc c'est intégré le petit carnet. Et je me suis dit, mais il faudrait une foutue plateforme pour un truc comme ça, quoi. On va regarder sur eDesk. Ouais. Ok, trop bien. Voilà. Bon, ça, c'est un projet qui est vraiment tout petit, qui naît, et qu'on va incuber, qu'on va développer. On a un super gars qui s'appelle Jules, qui est super chaud sur le sujet. Et voilà, donc c'est chouette. Ouais, passionnant. Voilà, Okay. donc cette idée de créer plein de projets entrepreneuriaux, d'innovation autour de Morning qui sont intégrés plus ou moins, qui viennent tu vois, créer des synergies, ça m'éclate. Et donc ces 2 prochaines années, on va, voilà, en plus de continuer à faire des super espaces et développer l'aménagement et l'événementiel, qui sont déjà nos 3 pôles, continuer à développer l'aspect innovation, l'intégration, etc. C'est bien parce que tu réponds à cette question où j'avais envie de te demander comment tu continues à te nourrir après. Ça fait combien de temps chez Morning ? 11 ans. Tu vois, il y a souvent des périodes. 11 ans, c'est une période longue pour un entrepreneur. Ouais. Il y a souvent, et je crois que toi aussi, tu es du genre à avoir plein d'idées, à avoir envie de les développer. Et j'ai le sentiment que tu as fait le choix de le faire en interne maintenant que tu as créé cet écosystème. C'est ça. Et autant aller jouer sur ces synergies-là. Et tu peux faire des choses tellement différentes comme tu nous. C'est une plateforme de jeu en fait, Morning. J'ai des espaces, j'ai des clients, j'ai une super équipe. Et c'est ça aussi qui m'anime. Donc on a une super culture, les gens sont à fond, ils s'éclatent. Et donc c'est un joyau en fait, cette boîte. Donc autant continuer à m'amuser là où je m'éclate. Donc, trop bien. Je te comprends 100% sur cette partie événement. Tu vois, sur le projet du château, c'était l'épisode de dimanche dernier, donc si vous l'avez pas écouté, vous pouvez y aller. Sur ce projet de séminaire mariage, on s'est demandé avec mon associé qui a déjà une grosse boîte aussi dans l'IMO, etc. Et à un moment, pourquoi on le faisait en fait ce projet, parce qu'on pourrait continuer à faire de l'IMO comme on sait le faire, ça marche très bien. Là on se met un petit peu dans une situation où avec des nouvelles choses, tu vois, quand on a au téléphone le président de la Fédération des moulins de France et qui nous explique comment on peut peut-être taper notre moulin pour faire notre propre hydroélectricité, des trucs comme ça. C'est génial. On sort complètement de ce cadre et bref, c'est en fait ce qui nous anime le plus sur ce lieu. Alors, en fait, c'est d'avoir un lieu pour faire des événements, pour rencontrer du monde, un truc humain. Et toi, tu as réussi à le faire à grande échelle avec ces 42 espaces. Il y a plein de synergies qui doivent se créer à la fois entre tes équipes, toi, les personnes qui viennent y travailler tous les jours. Je trouve que c'est une très belle... la mission, elle est toute trouée, quoi. C'est cool. Ouais, on s'éclate. Ouais, trop bien. Il y a plein de choses à développer. Écoute, hyper chouette. Pour terminer, est-ce que tu as une personne en tête que je devrais inviter sur ce podcast ? On en a parlé tout à l'heure, Victor. Ok. Victor Auguet, qui a monté la Casa et Urban Soccer avant. Super entrepreneur. Et puis le deuxième à me le citer, il faut vraiment que je le contacte. Et puis il fait quelque chose de moi qui me touche parce que j'étais en coloc toute ma vie avant de me marier. J'étais même marié et en coloc pendant quelques mois. Ok. La Casa, c'est très chouette quoi, comme projet social. Et puis maintenant, il fait ça aussi avec les personnes âgées. Il y a non seulement un marché de fou et une vraie raison sociale. Quand tu dis personnes âgées, c'est de l'intergénérationnel plutôt je crois que c'est plutôt entre personnes âgées. Ok, résidence de service. C'est résidence senior, mais c'est maison. C'est des maisons avec 7, 8 à 12 pioles. Trop bien. Et tout est organisé, etc. Après, je sais pas, j'ai pas discuté avec lui depuis. Je le vois la semaine prochaine, je crois. Okay. Mais voilà. Bref, c'est un super projet. J'adore ce qu'il fait et puis il l'exécute très bien. Enfin voilà, c'est un super entrepreneur. Ok, trop bien. Et sur la partie, peut-être juste petit point marché qu'on n'a pas fait, l'augmentation des taux, la difficulté pour les investisseurs, etc. C'est un truc qui t'impacte, qui impacte ton business ou pas tant que ça Alors j'ai un actionnaire que ça impacte beaucoup qui s'appelle Nexity, évidemment.
Donc voilà. Moi, sur mon business, moins. En fait, pas tellement. Parce que... Ni positivement, ni négativement. Non, voilà, Ok. ça m'impacte pas trop. L'impact, il est quand même globalement surtout sur le résidentiel, puisque les gens ont beaucoup plus de mal à avoir un crédit. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de transactions, et beaucoup moins de neufs qui se créent, de promotions neuves, etc. Et puis, il y a l'impact sur la partie entreprise, qui est à l'extérieur de Paris, mais qui n'est pas que lié au coteau, qui est aussi lié à l'environnement post-Covid, Bien sûr. etc. Donc, nous, on est plutôt préservés. Donc, je touche du bois pour l'instant. Sur la partie DPE aussi, ça impacte pas spécialement. Non. D'ailleurs, les réglementations, elles sont uniquement pour le résidentiel. Sur le F que tu peux plus louer, etc. Ou Non, t'as aussi... c'est le cas pour le bureau aussi. Non, alors je suis pas un spécialiste, mais t'as aussi toute une trajectoire carbone. Ouais. Là, les vacances sont passées, mais il y a des lois qui sont passées sur ces sujets-là, qui nous emmènent en 2030, en 2040, à baisser drastiquement, notamment pour les gens les propriétaires, les constructeurs, les promoteurs, le carbone, et puis après aussi dans les opérations que tu emploies quand tu construis des bureaux. Non, tout ça est hyper encadré. Donc, on est dans une trajectoire. Voilà. Ça marche. Si jamais il y a on a beaucoup parlé de morning, s'il y a des personnes qui veulent, même c'est à partir de combien de postes, ça peut être pour un auto-entrepreneur même. Ah ouais, on commence à un poste. Très bien. On a une offre nomade. On a une offre après où tu prends un bureau dans un open space. Et après, tu as des petits bureaux ça commence à 3-4 postes. D'accord. Même à 2. Donc on découvre ça soit sur le site, soit en allant frapper morning.fr. un morning à Paris, quoi. Alors, je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'arriver et de dire ouais, ça y est, je veux louer des bureaux. Plutôt morning.fr, et puis tu organises un rendez-vous avec un de nos super commerciaux et qui te fait une visite dans un des espaces. Voilà. Bon, c'est très facile. Trop cool. Écoute, merci Clément. C'était un chouette épisode. C'était un plaisir d'être là. Ouais, merci, à plus. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode au max de monde, à vous abonner sur les plateformes, à laisser les avis 5 étoiles et les commentaires qui nous permettent de continuer à rester au top sur ce podcast. À bientôt et à la semaine prochaine, dimanche prochain pour un épisode.